présent, nous allons écouter la première table ronde. Celle-ci sera animée par Madame Nguessan Léa. Madame Léa, si vous êtes prête, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis très honorée d'animer cette table ronde sur un thème qui me tient à cœur. Je suis Léa Nguessan, avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Un livre, une chance et par ailleurs engagée dans plusieurs réseaux et initiatives en faveur de l'Afrique. Alors, je remercie Amadou et sa formidable équipe pour l'organisation de cette première édition du CIN 2023, une initiative qui doit perdurer et être soutenue par toutes les composantes à la fois de la société civile, mais aussi des autorités publiques. Je remercie toutes les personnalités qui nous ont précédés dans le cadre de cet événement. Et sans plus tarder, je demanderai aux invités de se présenter de manière succincte parce que nous avons un programme dense, un programme chargé et il faudra respecter le timing. Jérôme Ribeiro, vous avez la parole. Bonjour, merci à tous. Je vais de nouveau féliciter Amadou Diawara et toutes ses équipes. C'est super ce qu'il est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, parce que l'Afrique a besoin de rassembler les talents. Et je le félicite, je serai toujours avec lui. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il sait l'amour que j'ai inconditionnel pour lui et il sait que je serai toujours là à ses côtés. Et je pense qu'il faut rassembler plutôt que diviser. Il faut s'aimer. Il a parlé d'amour, l'agapé, l'amour inconditionnel. Donc, chacun, comme il le fait, comme le monde, c'est un leader. Et je le suis sans souci, les yeux fermés. J'ai une confiance absolue, totale en lui et en ses équipes. Donc, Maître Léa, cher ami, je vous remercie de la prise de parole. Donc, je suis Jérôme Ribeiro, président de Human AI, vice-président de l'Institut Afriquia. Donc, c'est l'Institut de l'Afrique sur l'intelligence artificielle que nous avons créé avec Marco Landi, l'ancien président monde, et le professeur Saïda Belouali, qui le préside à l'université Mohamed Ier, qui est professeur d'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Et je suis très heureux aujourd'hui de parler de ce sujet qui nous anime énormément et qui est le sujet d'avenir, qui est l'un des sujets d'avenir, l'éducation dans l'intelligence artificielle. Merci, Maître Léa, en tous les cas. Oui, nous passerons la parole. J'ai cru voir Monsieur Nabil El Alami connecté. Par contre, il y a des échos. Alors, Monsieur Nabil El Alami, en quelques minutes, une présentation avant qu'on aborde le thème de cette table ronde, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour l'organisation. Merci au Cluster Digital. Merci à Sinafrica. Donc, je suis Nabil Alami. Je suis doctorant au Maroc à l'université Ibn Tufayl. Je suis aussi enseignant à l'ENS, à l'École nationale normale supérieure, où j'enseigne les nouvelles technologies de l'éducation et l'innovation pédagogique. Voilà, donc je travaille dans le domaine de l'immigration avec la diaspora marocaine à l'étranger. Donc, je suis heureux de faire partie de cette équipe qui va discuter sur l'intelligence artificielle et l'enseignement, effectivement. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Merci. Merci. J'ai une autre personne connectée, Madame Imen Hammer. Bonjour à tous, merci encore pour votre très très belle initiative et aussi je voudrais remercier toute l'équipe qui a mis en place cette conférence et aussi remercier toutes les personnes qui ont intervenu. Donc je suis Menamer, je suis tunisienne basée à Boston et je suis professeure d'innovation et de management
à Hult International Business School à Cambridge et je suis ravie d'être avec vous. Mes recherches se focalisent sur la gouvernance de l'IA et la sustainability. Merci. Merci à vous. Monsieur Loboto Prince, une présentation en quelques minutes, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour Léa. J'espère que vous m'entendez parce que... Je vous entends parfaitement. Voilà. Là, j'ai un casque qui déconne, je viens de le changer. Oui, par contre, ne bougez pas, ça risque de... Là c'est parfait. Merci. D'accord, je suis Loboto Prince Samuel DJ. Je suis ivoirien, très jeune également. Je suis responsable marketing commercial dans une entreprise de la France. Je suis par ailleurs entrepreneur. J'ai une agence de communication et marketing qu'on appelle Digit Business Group. Je suis consultant, je suis formateur en tout ce qui est transformation digitale, réseaux sociaux, tout ça. Et dernièrement, je suis un peu à Lyon et j'enseigne ça à mes clients. Et donc, je conseille aussi ça à mes clients. C'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence et que nous êtes là. Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons donc entamer une série de questions. Qui couvrent les problématiques que soulève justement l'intelligence artificielle par rapport à l'éducation, par rapport au domaine de l'éducation et particulièrement en Afrique où on sait que dans plusieurs pays, dans plusieurs localités, l'accès à l'éducation est un luxe. C'est un de mes combats à titre personnel. Et aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle, si l'on compte déjà le retard numérique que nous avons, comment concilier les deux et surtout pouvoir en faire profiter la population? Alors, déjà, je vous demanderai comment pouvons-nous garantir que l'intégration de l'IA dans l'éducation en Afrique profite à tous les groupes, y compris les populations rurales et défavorisées. Jérôme, pour commencer. Alors, merci, Maître. Nous tentons chez Human AI de résoudre cette problématique qui est importante. Il y a une fracture numérique déjà. Vous l'avez bien dit, cher Maître, c'est la fracture numérique, il existe dans certains pays, notamment dans les zones rurales et défavorisées. Il y a aussi le problème de la langue. Il y a beaucoup de dialectes qui sont utilisés plutôt que le français ou l'anglais dans les différents pays. Et nous avons mis un système en place du programme des ambassadeurs dont vous faites partie, et dont nous sommes fiers que vous faites partie, c'est de former le plus de personnes possible avec des vulgarisateurs de l'IA, à porter la bonne parole de ce qu'est l'IA, d'acculturer sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Nous avons mis aussi en place au Sénégal en test une chaîne qui s'appelle Wall of Tech, où nous parlons du numérique, ce qu'est un ordinateur de la base. Qu'est-ce que l'informatique? Qu'est-ce qu'un ordinateur? Ce sont des séquences d'1 minute et demie qui sont en français et en Wolof. Donc, on veut les faire en tous les dialectes. On va bientôt arriver dans tous les pays d'Afrique. Il y a beaucoup de dialectes. Il y a le Cameroun, par exemple, à 280 dialectes. Donc, on va en sélectionner au départ. Et l'idée, c'est d'entrer dans tous les foyers. Déjà, avant de parler de l'intelligence artificielle, c'est de parler de ce qu'est l'informatique, ce qu'est le numérique, ce qu'est le digital. Il faut sensibiliser et expliquer que l'IA, c'est le haut du panier qui est sur tous les domaines d'activité. À quoi cela sert? C'est un outil et qui doit rester au service de l'humanité. Donc, c'est un gros sujet. Je crois beaucoup à l'Afrique, à tous ses talents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fuites de cerveau. Donc, si nous n'oublions personne, c'est-à-dire que nous rentrons dans tous les foyers avec leur langage, la façon qu'ils comprennent le numérique et l'intelligence artificielle, je pense que tous ensemble, en nous démultipliant, nous réussirons dans cette œuvre qui est une œuvre humanitaire quelque part, mais qui est une œuvre où tout le monde doit avoir sa place dans l'intelligence artificielle, l'IA au service de l'humanité.
J'espère avoir répondu à une partie de la question. Absolument. Madame Imen Hammer, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Maître. Donc, comme Jérôme vient de aussi l'expliquer, l'IA, c'est très important, mais toutefois, on devrait aussi prendre conscience de où est-ce qu'on est dans cette transformation digitale en Afrique. Et de mon côté, il y a quelques points que j'aimerais souligner. Le premier étant la préparation et le deuxième étant l'accès. Donc, la préparation, c'est la préparation des élèves, des parents, mais aussi des institutions à, au monde digital et notamment les explications simples de ce que c'est. Et ceci n'étant possible que si on a une collaboration entre les différents acteurs publics et privés, et notamment la société civile, et avoir une collaboration aussi bien locale, nationale, régionale, mais aussi ouverte sur l'international. Le deuxième point en ce qui concerne l'accès, c'est comment offrir la possibilité à toutes les personnes en Afrique d'avoir l'accès au numérique, parce que ceci va demander qu'il y a une architecture, qu'il y a une mise en place de la télécommunication et aussi il faudrait avoir les formateurs. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. Donc oui, il faudrait travailler sur l'intelligence artificielle, mais avant, il faudrait aussi avoir la partie relative à l'accès. Et pour cela, il y a une initiative de recherche pratique que j'avais initiée. C'est d'abord de voir est-ce qu'il y a une connaissance du monde du digital. Et chacune des institutions avec qui j'ai collaboré, c'est essentiellement, j'ai commencé à faire ça à mon pays natal, qui est la Tunisie, mais c'est un effort que j'aimerais aussi voir sur les autres régions. Et là, on a trouvé que la notion, comme Jérôme l'avait dit, n'est pas la même en termes de qu'est-ce que c'est que ce monde du digital. Tout le monde n'a pas la même vision de ce que c'est, et les rassurer, c'est très important. Rassurer les personnes que l'IA est un outil comme le téléphone a été pour nous, comme l'ordinateur, etc. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc pour juste conclure mon intervention pour cette question, c'est vraiment la collaboration entre les institutions, la préparation et l'accès. Et ceci est un travail qu'on peut tous travailler ensemble. Merci infiniment pour cet exposé. Monsieur El Alami, vos impressions? Oui, merci Imen, merci Jérôme. Donc vous avez tout dit, mais moi je peux ajouter que pour travailler avec l'intelligence artificielle, premièrement, il faut investir sur cette technologie. Il faut équiper il faut équiper les écoles, il faut équiper les institutions publiques. Il faut aussi faire penser à des formations aux éducateurs, aux enseignants, aux formateurs, à la formation professionnelle. Aussi, il faut penser à équiper les zones rurales, les zones ruraux plutôt, d'essayer de répondre en quelque sorte aux besoins des jeunes. Je crois que l'UNESCO, qui compte à peu près 195 États membres, ils ont fait un guide, ils ont fait sortir un guide pour aider les décideurs politiques et les enseignants à exploiter de façon optimale le potentiel de l'intelligence artificielle. Je pense que ce guide sera utile pour tout le monde, et
ce sera une ligne de démarrage pour développer l'intelligence artificielle et le numérique dans notre continent, l'Afrique. Et du coup, je crois aussi que penser à l'éthique d'utilisation. Et c'est important. Madame Amma Saghrochni, c'est une experte en la matière. Elle n'a pas cessé de défendre ça à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, il y a des données des élèves qu'il faut préserver, il y a des données d'enseignants qu'il faut préserver. Et je crois qu'il est temps de prendre les choses en main et de travailler en collaboratif. Essayer de transmettre le savoir entre les pays d'Afrique. Essayer de coopérer pour aller à l'avant. L'intelligence africaine, c'est-à-dire les personnes qui sont dans les grandes boîtes, donc Microsoft et comme exemple, sont des Africains. Les penseurs, les pédagogues, les psychologues, je crois que la majorité, il y a une bonne partie de ça qui sont des décideurs en la matière pour proposer un contenu pédagogique spécial pour les étudiants et les apprenants. Donc, je crois qu'il faut travailler sur ce sens. Merci. Merci à vous. Monsieur Loboto, votre intervention par rapport à cette question. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On a un problème de son. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et vous? Oui, je vous entends. Donc, je disais que je vais rejoindre M. Alami. Pour moi, le véritable défi, c'est la sensibilisation déjà au niveau des éducateurs et des enseignants dans les établissements. Parce que ce qui fait peur le plus, c'est d'assister à l'inégalité quant à l'utilisation de l'IA. Parce que certaines écoles développées qui viennent de l'étranger, qui s'installent dans nos pays africains, ont très souvent ces technologies-là qui enseignent, le digital, l'IA, à une certaine catégorie de personnes. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment accessible en Afrique. Donc, pour moi, c'est beaucoup misé sur la sensibilisation des éducateurs dans tout type d'école qu'on a dans nos pays. Et quand ces éducateurs sont sensibilisés, qu'ils ont la chose, qu'ils maîtrisent ce sujet, ce sera plus facile de transmettre ça aux étudiants actuels. Et cela va beaucoup actualiser le monde du travail de demain en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de IA, si une entreprise se met à recruter dans un pays, je prends l'exemple de mon pays où je suis, la Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'IA, elle va avoir beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un qui s'y connaît parce que l'enseignement n'est pas actualisé. Et on assiste déjà à des filières qui sont en train de naître du côté du digital, mais ces filières-là sont très rares dans les écoles, dans les écoles ici en Côte d'Ivoire. C'est quelques écoles. Donc, quelques écoles, ce sont des écoles qui viennent peut-être de l'Europe. Donc, des écoles qui sont représentées, des écoles européennes qui sont représentées ici, qui enseignent ça. Donc, je veux dire, c'est sensibiliser et de permettre l'accès à tout le monde. Donc, il y a un problème d'accès et il faut sensibiliser les enseignants, il faut sensibiliser les éducateurs et que le gouvernement aussi prenne en charge, les gouvernements africains prennent en charge l'avenir du digital et qu'il y a dans notre système pédagogique. Voilà. Ok, merci. Je comprends surtout qu'il est nécessaire, je dirais même qu'il est urgent d'adapter nos programmes, les programmes pédagogiques, et que le sujet de l'intelligence artificielle, du numérique de façon générale, soit pris à bras le corps pour qu'on puisse sensibiliser dès le bas âge. Parce qu'il y a un environnement. Et quand on vous dit que sur certains continents, des enfants, dès le bas âge, ont déjà les acquis, ont déjà les bases par rapport à ce sujet, on a un considérable retard qu'il faut combler. Alors, je voudrais également vous demander, selon vous, en quoi l'IA peut-elle personnaliser l'expérience éducative des élèves en Afrique et répondre à leurs besoins spécifiques? Parce que le besoin, il est spécifique et ce point n'est pas discutable en soi. Alors, je commence par Jérôme.
il faudrait désactiver, allumer plutôt le micro. Pardon. Alors, Oui. c'est une question qui est fondamentale, parce que l'IA est un superbe outil. Chez Human AI, nous avons développé un outil à base d'ikigai. Ce sont un test, on appelle ça le Genius Game. Ce sont des tests qui vous permettent de savoir quelle est votre mission de vie, votre vocation, vos talents et la façon dont on apprend. Puisqu'on s'est basé sur les travaux du professeur André Jourdan, qui est un ami, où nous sommes tous différents dans l'apprentissage. Et lorsqu'on adapte l'apprentissage à chacun, on peut apprendre jusqu'à 27 fois plus vite. 27 fois plus vite. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ensuite, il y a la pyramide d'Edgar Dahl. Ce qu'on lit, la pyramide d'apprentissage, 10% de ce qu'on lit, on le retient, 20%, 90% de ce qu'on enseigne ou qu'on reproduit comme une pièce de théâtre. Et là, c'est intéressant, c'est là que la technologie peut nous aider. Donc, on a développé un Genius Game qui fait une photographie en temps réel de votre mission de vie, de votre vocation de vie, de qui vous êtes, vos talents, etc., et votre façon d'apprentissage. Et c'est là que l'IA intervient. L'idée, c'est de vous guider, puisque 80% des étudiants en moyenne, des bacheliers, ne savent pas dans quel domaine d'activité aller. Alors ça, c'est les chiffres de l'UNESCO, ils sont terribles. L'idée, c'est de dire comment on peut faire en sorte, qu'ils s'épanouissent et qu'ils aillent dans les domaines où ils vont exceller. Et donc, l'IA va les amener dans les métiers dans lesquels ils vont s'épanouir. Et derrière, les formations, on les adapte en fonction de leur façon d'apprendre. Et c'est là que l'IA intervient. Et on peut utiliser la réalité virtuelle augmentée, qui est assez intéressante pour ça. Alors, avec des certains créneaux d'horaire dans la journée, etc., pour pas trop user aussi la personne et pour pas trop qu'elle devienne addicte, parce que ça rend addict. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit que la personne apprend 27 fois plus vite, on retient 90%. Donc, la technologie peut permettre ce genre de choses. En revanche, cette technologie, il faut qu'elle soit accessible à tous et pour tous. Lorsqu'on parle de la réalité augmentée, les personnes qui sont en déficience visuelle n'auront pas accès à tout cela. Donc, il faut penser à des méthodologies d'apprentissage via la voix, etc. Il faut vraiment que ce soit inclusif en évitant tous les biais. Donc, voilà ce que l'IA peut personnaliser dans l'expérience éducative, c'est adapter à chacun, avec ses problématiques ou pas, l'expérience de l'enseignement. Merci Jérôme. Monsieur Loboto, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas d'allumer votre micro, s'il vous plaît. Allô. Moi, je dirais que l'application de l'IA dans l'éducation en Afrique, c'est un gros avantage. L'IA permet de personnaliser. Donc, comme Jérôme l'a dit, de personnaliser les méthodes d'enseignement. Donc, de donner l'accès. Aujourd'hui, on assiste à des cours en ligne. Donc, l'IA nous permet aujourd'hui d'avoir, de détecter des lacunes dans les connaissances, de fournir des commentaires personnalisés aux apprenants. Donc, si cette technique, si cette méthode d'utilisation d'IA est vraiment intégrée en Afrique, on assistera à des apprenants qui pourront s'auto-évaluer. Donc, je crois qu'il y a des logiciels pour ça. Il y a des logiciels qui existent pour ça. Donc, qui pourront s'auto-évaluer, qui pourront analyser leurs lacunes et qui pourront s'auto-corriger. Donc, il y a aussi le fait d'avoir des commentaires personnalisés. Aujourd'hui, l'IA étant un chatbot, bon, donc qui répond automatiquement à ce que l'on donne comme requête, permettra aujourd'hui aux étudiants en Afrique de pouvoir eux-mêmes, c'est-à-dire sans attendre, donc on assiste à la rapidité d'information, sans attendre le jour de cours, de pouvoir obtenir des informations liées au cours, de pouvoir obtenir des commentaires, de pouvoir s'améliorer dans leur démarche d'apprentissage. Donc moi, je parlerai plutôt de soutien scolaire, de soutien pédagogique. Voilà. Donc des soutiens pédagogiques et des guides pour les apprenants africains. Voilà. Merci. Madame Imen Hammer. Merci beaucoup, maître. Et en ce qui concerne le rôle que l'IA pourrait jouer en Afrique pour l'éducation et comment on pourrait personnaliser,
Il y a deux facettes selon moi. La première étant au niveau du développement. Et là, on peut vraiment utiliser les techniques comme les réseaux de neurones et notamment les deep learning, etc., pour vraiment personnaliser le contenu de l'éducation pour l'Afrique. Parce que, en général, un des plus grands challenges, c'est quand on a une solution qui est vraiment importée d'un autre pays et on essaye de l'utiliser et c'est vraiment pas quelque chose qui émane de nous. Là, grâce à ces algorithmes, on pourrait notamment personnaliser le contenu pour qu'il serve plus, tout en ayant l'ouverture sur le monde. Euh, il y a un petit challenge dans cette partie. Et ce challenge est sur la partie éthique et la protection des données. Donc, comme c'est un point très sensible et peut-être on en parlera plus tard dans la partie gouvernance. Donc, oui, exactement. Ça sera le dernier voilà. point. Tout à fait. Et la deuxième partie, c'est vraiment l'interface et les outils. Et là, je joins Jérôme et Monsieur Sam here par rapport aux outils qu'on pourrait donner aux élèves et notamment aux professeurs. Et là, c'est vraiment la gamification, c'est vraiment utiliser des applications comme les jeux. Et là, on a les jeunes qui ont l'habitude d'agir avec les digital tools. Et si on est dans le cas où on n'a pas vraiment l'accès à ces outils-là, donc on peut toujours utiliser ces jeux au niveau d'une librairie ou au niveau de l'école. Donc, ils peuvent apprendre à s'en servir et ils n'auront pas cette peur de l'outil va me commander ou l'outil est quelque chose de très dangereux à utiliser. Et notamment, les recherches ont été faites sur la AI gamification pour l'éducation et il y a plusieurs interfaces aujourd'hui utilisées qui peuvent faciliter ceci. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur El Alami, s'il vous plaît. Non, moi, je reviens par contre à l'intégration de l'intelligence artificielle au bas âge. Donc, selon le guide de l'UNESCO, donc, ils ont instauré une limite d'âge à 13 ans pour l'utilisation des outils de l'IA en classe. Et ça, c'est important, c'est-à-dire on commence l'utilisation à partir du collège. Sans oublier la formation spécifique des enseignants pour permettre d'intégrer l'IA de manière éthique et optimiser les avantages de cette technologie et mieux accompagner les adolescents dans leur apprentissage. Pour moi, donc, comme a dit Iman, donc il y a deux facettes. Donc des outils qui sont consacrés à l'enseignant, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle destinée à l'enseignant pour essayer de faire la pédagogie différentielle. Chaque élève et chaque apprenant a un niveau d'apprentissage spécifique. Et il y a aussi des intelligences artificielles, pour ne pas dire une seule intelligence artificielle, soit disons le chat GPT. Il y a plusieurs intelligences artificielles que l'étudiant ou l'apprenant peut utiliser pour développer son apprentissage. Moi, j'ai essayé de faire une énumération de quelques outils pour les enseignants, quelques outils pour les apprenants, pour essayer de développer et l'enseignement et l'apprentissage que je peux partager avec vous par la suite. Merci. Merci, ce sera avec plaisir. Alors, on vient d'aborder l'expérience éducative personnalisée grâce à l'IA. À présent, nous allons réfléchir ensemble à la manière de mesurer l'efficacité de l'IA dans l'amélioration des résultats scolaires et de l'engagement des élèves en Afrique
c'est un réel sujet. Il y a parfois dans certains pays un fort taux de déscolarisation qui est dû à plusieurs facteurs. Comment l'IA peut aussi agir à ce niveau, selon vous? Monsieur El Alami, pour commencer. Merci pour cette question. Moi, je voulais à cette occasion partager une expérience pratique dans le cadre d'une recherche de thèse. C'est une recherche qui a été menée dans le cadre de l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage de la langue arabe au profit des non-arabophones au Maroc. Donc, il y avait une convention de partenariat entre la France et le Maroc pour que les personnes francophones intègrent 1 heure de langue arabe dans leur enseignement et pour avoir un bac international. Donc, les enfants, c'est-à-dire les élèves, ils apprennent la langue arabe pendant 1 heure et les résultats escomptés ne sont pas obtenus. C'est-à-dire toujours les personnes qui ont dans l'enseignement de l'arabe comme langue étrangère, ils dévient vers la langue anglaise. Et du coup, ils perdent la notion du bac international. Donc, mon intervention, il y avait moi et une autre personne qui est Leila Nhaouri, que je salue de cette occasion. Donc, on a essayé de faire l'expérimentation d'intégrer l'intelligence artificielle en appliquant une plateforme où les enseignants peuvent intégrer des vidéos pédagogiques assistées par l'intelligence artificielle, permettre aussi aux enfants d'utiliser l'intelligence artificielle pour leur apprentissage, et ça a donné un résultat énorme. Donc, je crois que l'intelligence artificielle, elle est là. Vaut mieux l'utiliser d'une manière éthique et simple pour avoir une pratique extraordinaire. Voilà. Merci. Merci. Jérôme? Alors, sur l'efficacité de l'IA dans l'amélioration des résultats scolaires? Alors déjà, pour mesurer, il faut avoir des chiffres, il faut avoir de la donnée. Ça, c'est important, il faut savoir où ça en est. Qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé la maison de l'intelligence artificielle en Afrique, à Oujda, la première sur le sol africain, qui est un lieu d'acculturation. Et on a créé des ateliers et des parcours pédagogiques dès l'âge de 3 ans. Et on s'est rendu compte que comme on acculture, comme ils viennent comprendre, ils viennent expérimenter, toucher ce qu'est l'intelligence artificielle avec des voitures autonomes, donc c'est des voitures en miniature, avec des drones, il faut les sensibiliser sur des choses où ils vont s'amuser, ils vont apprendre à s'amuser. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dès l'âge de 3 ans, ils comprennent. Et depuis 1 an, on a des chiffres vis-à-vis de ça, depuis 1 an, on se rend compte que la plupart des enfants qui sont passés par nos parcours d'acculturation savent expliquer clairement ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, on le voit en Chine, nous, on s'est calqué sur la Chine. Ils acculturent sur le numérique dès l'âge de 3 ans. On est allé un peu plus loin, on l'a poussé jusqu'à l'intelligence artificielle en expliquant que c'était un outil et à quoi il permettait. Et ça, c'était très important, les algorithmes, la donnée, etc. On explique sous forme de jeu. Donc, nous sommes à peine aujourd'hui capables, avec 1 an en arrière, de savoir, de mesurer. Donc, cette question est hyper importante. Mesurer l'efficacité, il faut un point de départ, il faut de la donnée. Et donc, en fonction de ça, nous sommes capables. Donc, aujourd'hui, c'est 1 an de recul. Il faudrait mettre des maisons de l'IA de partout pour comprendre et que tout le monde puisse venir et avoir ce retour de mesurer l'efficacité. En revanche, ce qu'on est en mesure de dire aujourd'hui, c'est que ça a des effets qui sont hyper importants, puisque les gens comprennent ce qu'est l'intelligence artificielle, que ça reste un outil. Il faut accompagner ce changement-là. Il ne faut pas le combattre. Les cochers qui ont combattu l'arrivée de la voiture, je ne sais pas si on voit beaucoup de cochers encore dans les villes. Mais pour cela, il faut des formations, il faut de l'acculturation, il faut de la pédagogie et il faut se mettre, c'est des équipes multidisciplinaires. On parle beaucoup de philosophie aussi. On en revient à la philosophie, on en parlera à la fin avec l'éthique. Où est la place de l'humain? Où est ma place dans tout ça? Où est la place de l'intelligence artificielle? C'est un outil. Alors, comme tout outil,
Je prends souvent l'exemple du couteau. Le couteau, moi, je vais cuisiner avec, je vais couper. Il y en a qui vont commettre des crimes. Donc, c'est vraiment expliquer. Et dès qu'on explique au plus jeune âge, ils comprennent. Ils ont un savoir extraordinaire. J'ai une fille de 5 ans aujourd'hui et je la culture, je lui explique. Elle est capable d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle avec ses mots. Mais elle sait l'expliquer. Donc, voilà. Merci, Jérôme. Monsieur Loboto. Vous m'entendez? D'accord. Oui, je vous entends. Je vous entends. Donc, l'IA dans l'amélioration des résultats scolaires. Non, non. Ici, oui, l'efficacité, c'est la manière de mesurer. Comment on peut le faire? D'accord, d'accord. Ok, autant pour moi. Donc, je disais, grâce à l'analyse des données, déjà plus qu'il faut des données. Donc, l'IA peut identifier les forces et les faiblesses des élèves, ce qui permet aux enseignants de personnaliser leur enseignement en fonction des besoins individuels de chaque enseignant. Donc, par exemple, les résultats scolaires antérieurs d'un élève peut être identifié dans lesquels on peut identifier le domaine dans lequel il a des difficultés, recommander des ressources supplémentaires ou des activités d'apprentissage qui sont adaptées pour l'aider à progresser. Donc, l'IA peut donc fournir des commentaires spontanés aux élèves. Donc, pour revenir en arrière, c'est pourquoi on parlait de sensibilisation déjà. Parce que si en Côte d'Ivoire, les élèves sont sensibilisés sur cette méthode d'apprentissage-là, donc instantanément, ils ont des commentaires sur leurs travaux. Donc, ils ont des commentaires sur leurs résultats. Et ils ont l'analyse faite sur les faiblesses et les forces. Donc, ce qui leur permet dorénavant de progresser dans leur manière d'apprendre et donc de progresser dans leurs résultats. Voilà. C'est un peu ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Également pour les enseignants, l'IA permet de suivre le progrès de l'enseignant, donc de parfait enseignement. Ça lui donne des lacunes des élèves et ça lui montre comment maintenant aborder à l'endroit de la progression de cet élève-là, en fournissant la méthode et outils pédagogiques nécessaires pour cet élève. Donc, ça fournit quelque chose de personnalisé et d'individuel pour chaque apprenant, et qui n'est pas d'ailleurs, n'est pas possible pour un enseignant normal qu'on fait cette méthode-là. Voilà. Merci bien. Nous avons un intervenant qui est arrivé entre-temps, que je me permets de saluer. Je vois Drissa. Bonjour, Monsieur Drissa. Je ne vois aucun visage. Je ne vois aucun visage. Oui, bonjour, monsieur. Ah oui? Oui, on voit un mur blanc. Pardon? Oui, d'accord. Je vais essayer de mettre la vidéo. C'est le conseiller technique de la Miss malienne de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. D'accord. Ancien conseiller de la formation professionnelle, ancien directeur national de la formation professionnelle. Donc, bienvenue parmi nous sur cette table ronde. Voilà, nous sommes en plein dans le vif du sujet et je vous laisse mieux placer votre caméra. Pendant ce temps, Madame Imen Hammer qui va nous partager ses réflexions sur la manière dont l'IA peut permettre de mesurer l'efficacité, l'amélioration des résultats scolaires et l'engagement des élèves en Afrique. Merci beaucoup. Donc, par rapport à l'évaluation de l'utilisation de l'IA, donc il faudrait vraiment avoir des indicateurs comme pour évaluer toute technologie ou toute pédagogie nouvelle. Et il y a une expérience que j'ai personnellement travaillé dessus en tant que recherche. C'est 3 groupes en fait d'étudiants. Bien sûr, ceci peut être reproduit à une différente échelle et bien sûr sur différents niveaux d'éducation. Et le premier groupe n'est pas
nécessairement conscients de l'utilisation de l'IA. Donc, il n'y a pas de restriction et il n'y a pas d'encouragement. Donc, c'est vraiment, c'est comme eux, ils voient leur éducation. Donc, le deuxième groupe, c'est un groupe qui est activement encouragé à utiliser l'intelligence artificielle et un groupe auquel ça a été interdit d'utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour un cours bien déterminé ou pour une recherche bien déterminée. Alors, les premiers résultats, ça a été fait par rapport à 200 étudiants pour l'instant. Et on a réalisé que l'utilisation active de l'intelligence artificielle stimule de meilleurs résultats. Et l'interdiction de l'utilisation de l'IA n'est pas nécessairement la solution. Et d'où l'encouragement et l'explication. Et là, comme Jérôme l'avait dit, vraiment mettre en place des programmes pour inculquer la culture de l'intelligence artificielle va vraiment aider. Le deuxième point, c'est plusieurs étudiants ou élèves qui ont accès aux ordinateurs et notamment Internet sont en train d'utiliser passivement l'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est aussi un autre point qu'on devrait prendre en considération. Et parmi les métriques, c'est vraiment les métriques par rapport à une meilleure exposition, de meilleurs livrables. Et on devrait vraiment et surtout pas être résistant ou avoir peur que notre élève ou étudiant va se servir des outils de l'intelligence artificielle pour rendre un travail, mais bien au contraire, les encourager à développer une analyse critique du rendu de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'était une expérience et je pense que même au niveau élève, on pourrait la reproduire. Bien sûr, c'est des petits groupes qu'on pourrait plus tard augmenter à l'échelle nationale, régionale, bien évidemment, et on peut voir une bonne, un bon résultat sur le long terme. Voilà. Merci. Nous avons beaucoup parlé des élèves, des populations qui sont censées avoir accès justement à cette intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. À présent, je vous demanderai de formuler par exemple des propositions concernant les défis de la formation des enseignants à l'utilisation de l'IA. C'est vrai, il y a les élèves, on s'adresse principalement aux élèves, on aimerait pouvoir les sensibiliser, les former sur le sujet, mais alors là, concernant les enseignants, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions, les propositions que vous avez dans votre boîte, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, Madame Hammer, pour commencer. Merci beaucoup. Forcément, on ne peut avoir une réussite d'éducation en IA que s'il y a une collaboration des étudiants, mais aussi des enseignants, parce que c'est fondamental pour l'enseignant. La première chose, c'est de rassurer les enseignants. L'IA n'est pas ici pour nous remplacer. Bien au contraire, nous devrions la voir comme un potentiel qui va nous aider à réaliser des recherches, à réaliser des projets et à réaliser notre mission en tant qu'enseignant. Donc la première partie, c'est vraiment des formations qui seront pour rassurer le corps enseignant.
La deuxième chose, et moi je fais partie d'un labo sur Digital Intelligence et IA, et là, même aujourd'hui aux États-Unis, c'est un point vraiment crucial. Il y a une grande peur, est-ce qu'on va être remplacé? Et ce qu'on avait fait, c'est vraiment faire des formations et des workshops pour tous les enseignants et voir comment ils peuvent interagir avec ces outils et comment ces outils peuvent vraiment valoriser leurs travaux, mais aussi les aider parce que les enseignants ont beaucoup de travail où ils vont passer des nuits entières à corriger, à faire des feedbacks pour les étudiants et aussi pour les élèves. Et donc là, l'IA pourrait faire des choses systématiques qui vont les aider. Donc là, il y a un équilibre entre comment on peut vivre, c'est work-life balance, et ça, c'est un point positif parce qu'on sait que les enseignants au monde entier, c'est des gens qui travaillent énormément, et là, c'est un moyen pour les aider aussi. Donc, comme ça, on a plus d'acceptation de l'IA. Et bien évidemment, un troisième volet, et là, c'est l'IA va permettre à l'enseignant, que ce soit un enseignant au primaire, secondaire ou au niveau universitaire, d'explorer de nouveaux horizons et de s'auto-développer tout en étant conscient de la partie et la relation homme-machine. Et là, c'est vraiment de très belles choses qui peuvent venir pour le corps enseignant et notamment pour l'éducation. Et ceci, vraiment, c'est ce qu'on souhaite voir au niveau de l'Afrique. Voilà. Merci. Je comprends que l'enseignant doit faire de l'IA un allié pour un gain d'efficacité et de productivité, et non le voir comme un ennemi qui viendrait le faire disparaître en quelque sorte. Monsieur El Alami. Effectivement, il faut prendre les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle comme un allié, c'est sûr. Sauf que, premièrement, il faut que les gouvernements s'impliquent ils doivent investir sur l'enseignant. Ils doivent équiper l'enseignant. Ils doivent trouver des moyens de formation adéquats aux enseignants. Il faut adopter les programmes pédagogiques pour que les enseignants l'appliquent d'une manière éthique avec les élèves. Aussi, il faut que les enseignants doivent avoir cette énergie pour l'auto-formation. Il y a des applications maintenant, je dirais l'exemple EdTech-Team, c'est-à-dire que c'est une certification professionnelle en ligne qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les enseignants à développer leurs compétences en matière de leadership pédagogique. Il y a aussi sur le marché, ce sont des outils qui sont gratuits, ce sont des outils d'intelligence artificielle que l'enseignant doit utiliser. Par exemple, Edtena, c'est une plateforme de coaching vidéo qui utilise l'IA pour fournir des commentaires et des recommandations aux enseignants sur leurs pratiques pédagogiques. Il y a aussi des applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les interactions en classe et fournir des feedbacks aux enseignants sur leur communication et leur enseignement avec les élèves. Il y a le Turnitin, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les plagiats. C'est-à-dire, il y a plein de trucs, plein d'intelligence artificielle, plein d'applications qui utilisent, que l'enseignant doit utiliser. Il y a aussi des plateformes. Je me permets de vous interrompre quelques secondes. À votre avis, pourquoi elles ne sont pas si utilisées? C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il faut investir sur la formation des enseignants. Il faut que les gouvernements faire un peu de sacrifice côté matériel, côté financement, pour que au moins l'enseignant doit avoir ce courage de s'auto-former
Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une nouvelle technologie qui est nouvelle et on va demander à l'enseignant, vas-y, applique cette technologie sans avoir un mode je dirais, d'encouragement. C'est-à-dire, au moins équiper les classes avec du matériel neuf, avec des tableaux blancs interactifs, avec plein de choses pédagogiques. L'enseignant ne peut pas travailler avec ses mains, sans matériel. On parle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on revient au problème des ressources, monsieur. On revient au problème des ressources. Beaucoup d'entre eux ont la volonté, mais il y a un problème de ressources. Écoutez, professeur, je ne crois pas que les pays africains ils n'ont pas de moyens pour financer des programmes d'intelligence artificielle. Ils sont là, ils veulent investir. L'UNESCO, ils ont récemment développé une plateforme ou bien un guide d'utilisation de l'IA avec l'accord de 54 pays. C'est-à-dire la volonté, elle est là. Vous voyez ce que je voulais dire? La volonté, elle est là pour aller à l'avant, pour concurrencer les élites à l'échelle mondiale. Pourquoi on ne passe pas à l'étape supérieure? La volonté, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais elle est là depuis un moment. Qu'est-ce qui freine au point où on n'arrive pas à passer à l'étape supérieure? C'est surtout ça le problème. Je suis d'accord avec vous quand je disais ressources. Je ne dis pas que les États n'ont pas les moyens de financer, mais la question, c'est pourquoi ils ne le font pas. Et vous voyez qu'il y a une la dimension, la fracture numérique, elle est là. C'est-à-dire, au passage du bas niveau à haut niveau, ça mérite un peu de temps. La vision 2030 qui a été élaborée par l'UNESCO, elle est là. C'est une vision à long terme, c'est pour le 2030. Vous voyez, donc la volonté est là. Les enseignants, ils doivent faire l'effort pour s'auto-former. C'est-à-dire, sinon, l'élève, il se forme automatiquement. Il a le smartphone, il a les applications, des jeux, il a tout. C'est-à-dire, si l'élève dépasse l'enseignant, et là, on est dans un vrai pétrin. Il y a un problème. D'accord. Il doit que l'enseignant doit se former, qu'il le veuille ou pas. D'accord, merci bien. Le temps, malheureusement, nous fait défaut. Nous allons passer au dernier point qui est très, très important. Ce sont les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans l'éducation et comment pouvons-nous garantir la protection des données des étudiants. Jérôme, bien évidemment, sur la question de l'éthique, tu as l'honneur. Merci de cet honneur. Donc, l'éthique, elle est compliquée. Déjà, il faut comprendre qu'elle est multiculturelle. Chez Human AI et l'Institut Europia, dont j'ai fait partie avec Marco Landi, l'ancien président d'Apple, on a défendu ça pendant plusieurs années. On le défend encore avec l'Institut Africa sur le sol africain. L'IA doit être au service de l'humanité. L'éthique, elle est multiculturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se comporter comme avec les autres, comme ils voudraient que l'on se comporte avec eux, en tenant compte de leur religion, de leur culture, de leur individualité, etc. Et ça, c'est primordial. Donc, on parle beaucoup d'empathie, on parle beaucoup de philosophie aujourd'hui, de savoir qui je suis pour savoir où je vais, et pas de faire aux autres comme je voudrais moi qu'on me fasse. Non, parce qu'on a une culture complètement différente. C'est comme eux, ils voudraient être considérés. Et ça, c'est la base. Il faut expliquer ce qu'est l'éthique aussi. Je parle beaucoup avec d'éthique tous les jours, vous le savez, cher maître. Et il y en a qui me disent, mais c'est quoi l'éthique? Il faut la définir. L'éthique, c'est la bonne pensée, c'est comme un guide qui nous permet d'être de bonnes personnes. Il y a la morale, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. L'éthique, c'est tout ce qui est bien, en tenant compte de l'individualité, de la religion, de la culture de chacun. Donc, se comporter de la meilleure des façons, d'être une bonne personne avec l'ensemble de l'humanité en tenant compte de l'autre. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, on a peur de la protection des données. Hein. On en a énormément parlé, c'est le gros sujet. On s'est rendu compte qu'avec la sortie des IA génératives, il y avait plusieurs problématiques. Les biais. Pourquoi les biais? Parce que la donnée n'est pas forcément fiable, digne de confiance et transparente. On parle beaucoup de fake news.
et c'est un gros sujet. Les IA génératives sont sur tout le web. Donc, il peut y avoir des millions de sites qui donnent de la mauvaise information, elles vont prendre ces mauvaises informations. Alors qu'il est très facile d'utiliser des IA génératives conversationnelles sur de la donnée qui est digne de confiance, etc. Je pense aux bibliothèques nationales, je pense à tout ce qui est recherche scientifique, etc., qui a été prouvé et approuvé. Donc, les biais algorithmiques, nous, on combat beaucoup, on explique aux codeurs ce qu'est qu'un biais algorithmique et qu'à chaque étape de conception de leurs algorithmes, de leur code, il faut qu'ils pensent à l'ensemble de l'humanité. Il faut que les données d'entraînement qu'ils vont utiliser répondent à l'ensemble de la personne. On a tous entendu parler de cette IA raciste qui a fait le recrutement. Et donc, c'est hyper important de penser à l'ensemble de l'humanité. Après, il faut que ce soit équitable et que l'accès soit pour tous. On parle beaucoup de cette fracture du numérique qui est de plus en plus importante. On voit se détacher les États-Unis avec la Chine, et notamment des entreprises comme Google ou Facebook qui ne vendent rien. Ils ne vendent que votre donnée, et ils sont valorisés 2500 milliards de dollars, alors qu'Exxon, qui vend du pétrole, est valorisé 250 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un produit, et il faut faire des lois fortes. Le problème des lois fortes, c'est qu'il faut légiférer. Ça prend du temps. Donc, chez Human AI, on a créé un label IA, qui est un label digne de confiance, qui répond à une IA digne, transparente, avec les données qui sont impersonnelles, etc., qui permet de s'adapter au jour le jour et qui n'est pas là à attendre qu'on va légiférer, qu'on va réfléchir sur des lois, parce que la technologie trop vite, on est entré dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'auparavant, les révolutions industrielles sont tous les 40 ans. Là, c'est presque tous les ans que l'IA va sortir d'une nouvelle révolution. Et on l'a vu avec la révolution du ChatGPT. Moi, quelque part, je suis content. Des ténèbres jaillit la lumière. Quand ChatGPT est sorti, ça a mis en avant tout ce dont on parlait depuis des années. Donc, vous imaginez. Et pourtant, on le disait, on avertissait. Et ça passe par la formation, et tout ça. Mais ce n'est pas que les enseignants. C'est l'ensemble des dirigeants, l'ensemble du grand public, l'ensemble des jeunes étudiants, des décideurs. Il faut expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, que c'est un outil, qu'il faut l'encadrer. C'est comme lorsque la voiture est arrivée, qu'elle a remplacé les clochers, il fallait un code de la route, il fallait passer le permis, etc. Mais là, nous proposons pareil pour aller plus vite que le système législatif et pour que les entreprises, puisque l'humanité maintenant est soucieuse de la protection de ces données, des biais, etc. Il faut enlever ces inégalités-là, il ne faut pas au contraire les accentuer. Nous prenons une licence, une certification de l'IA où l'entreprise dira, ben voilà, nous sommes dignes de confiance, notre IA est transparente, les prises de décision via notre intelligence artificielle, vous pouvez la vérifier, etc., etc. Parce que l'IA va trop vite. Changement de paradigme, ça va trop vite. Et vous parliez tout à l'heure de l'enseignement, ça va trop vite. S'ils ne se forment pas, c'est fini. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la technologie pour se former. En comprenant ce qu'est l'intelligence artificielle, que c'est un outil, en la maîtrisant, ils pourront expliquer ce que c'est. Après, c'est des moyens, les outils technologiques, bien sûr. Mais je crois fermement qu'avec très peu de moyens, ne serait-ce que de la formation sur les enjeux de l'IA, ce qu'est l'IA, les algorithmes, les biais, toute l'éthique, etc., la place de l'humain dans tout ça, on y arrivera. Merci, Jérôme. Madame Hammer, Imen. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, merci beaucoup, Maître, et merci, Jérôme, pour votre intervention ici. Donc, par rapport à l'éthique et l'IA, donc maintenant, c'est la question fondamentale, c'est la donnée. Parce que c'est la donnée que si la donnée est biaisée et si l'algorithme va utiliser des données qui ne sont pas nécessairement correctes ou représentatives ou les données viennent de sources qui ne sont pas scientifiques ou vérifiables ou autres, donc le résultat va être certainement biaisé et là, on a des résultats qui ne sont pas vraiment efficaces. Donc, c'est là où on regarde plus la gouvernance de la data
Et justement, ça, pour connecter à ce que Jérôme vient de mentionner tout à l'heure, on peut commencer petit. On n'a pas vraiment besoin de, de transformer tout, mais on peut commencer à utiliser des algorithmes de l'IA générative, et maintenant on parle de Scale AI, etc., avec des données qu'on maîtrise. Quand on a assez confiance, on peut passer à une autre étape. Donc ça pourrait être une solution pragmatique. Mais essentiellement, quand on parle de IA et éthique, il faut vraiment aussi voir la partie relative à la transparence, aussi par rapport à qui est être responsable de quoi, parce que c'est une grande peur. La partie accountability, qui est responsable en réalité, et en définissant à une petite échelle qui va faire quoi, comment, la nature de la donnée, et renforcer la qualité, on pourrait avoir confiance, parce que la confiance est fondamentale ici, et dans une autre étape, on va pouvoir ouvrir ces applications à l'Internet, et là, on pourrait utiliser ça davantage. Et pour connecter à l'État, donc l'État ou les organismes internationaux ou les multinationales et autres, ainsi que la société civile, ils sont essentiels. Mais justement, parce que la loi, d'habitude, elle prend beaucoup plus de temps que la révolution de la technologie, il faudrait que on a peut-être des moyens beaucoup plus simples, même au niveau des lois. Et là, c'est une invitation pour faire peut-être des petits décrets ou autres qui permettent de faciliter l'utilisation de ces technologies et nous permettent d'être à jour et de vraiment vivre cette transformation et maximiser nos chances pour le développement et nos chances d'innovation. Et c'est partout que c'est vraiment ça. Merci pour votre contribution. Monsieur El Alami, par rapport à l'éthique et l'IA dans l'éducation notamment. Moi, merci Iman, merci Jérôme pour votre intervention. Moi, je voulais parler sur cette thématique, mais avant tout, j'ai une donnée statistique que je voulais partager avec vous. Alors, Netflix, pour atteindre 1 million d'utilisateurs, il lui a fallu 3 ans et demi. Airbnb, il lui a fallu, pour atteindre 1 million d'utilisateurs, 2 ans et demi. Facebook, 10 mois. ChatGPT, comme exemple, il lui a fallu 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs. C'est un chiffre qui fait peur, c'est un chiffre qui est étonnant, c'est-à-dire chaque mois, 590 millions d'utilisateurs utilisent ChatGPT, à raison de 25 millions de visiteurs et d'utilisateurs au quotidien. Là, ça laisse réfléchir. Là, ça laisse vraiment penser. La Russie a dit les pays qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, ils seront dépassés, ils ne seront pas dans le circuit. Les données, elles sont là. ChatGPT, il utilise des milliards de données pour essayer de répondre. Ces données ne sont pas contrôlées. Ces données qui l'ont adoptées, qui utilisent ces données. Et dans l'enseignement, il y a un point qui est très vigilant et très important, c'est les données des élèves et des enseignants qui sont à risque. Je crois que le monde entier doit réfléchir sur l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est pas facile. L'UNESCO, il a fait une charte pour l'éthique que je peux partager avec vous. Il a établi 7 étapes cruciales sur le guide. C'est l'étape 1, approuver les règlements généraux sur la protection des données.
La deuxième étape, c'est adopter, réviser et financer les stratégies gouvernementales globales sur l'intelligence artificielle. L'étape 3, c'est consolider et mettre en œuvre des réglementations spécifiques sur l'éthique, c'est-à-dire elle travaille toujours sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Quatrièmement, ajuster ou renforcer les lois sur les droits d'auteur existants pour le règlement de contenu généré par l'intelligence artificielle. L'étape 5, élaborer des cadres réglementaires sur l'intelligence artificielle. L'étape 6, renforcer les capacités pour une utilisation appropriée dans l'éducation et la recherche. Réfléchir en dernière étape aux implications à long terme de l'intelligence artificielle pour l'éducation et la recherche. Là, on parle seulement de l'enseignement, mais il y a aussi d'autres secteurs. On parle de la médecine, on parle de l'agriculture, on parle de l'économie, il y a plein de secteurs, mais l'éthique est toujours en question et ça mérite encore plusieurs réflexions. Merci. Merci. Monsieur Loboto, pour terminer sur cette problématique de l'éthique. D'accord. Concernant l'éthique, quant à l'utilisation de l'IA dans l'éducation, moi je rejoins un peu M. Robero. Je dirais qu'il faut juste garder, il faut juste respecter ces principes que je vais citer, donc ces 4 principes qui sont essentiels. Donc, pour parler plus court, pour respecter le principe de la transparence, de la responsabilité, de la non-discrimination et du respect de la vie privée. Parce que voilà, quand on parle de vie privée, on parle des élèves, on parle des étudiants et l'utilisation de l'IA dans l'éducation implique souvent la collecte et l'analyse des grandes quantités de données. Donc, on a les données des élèves et les données des apprentissages. Donc, il est crucial de mettre en place un mécanisme de protection des données. Okay? Donc, pour garantir que ces informations sensibles, que ces informations sont traitées de manière sécurisée et confidentielle. Donc, faut plutôt privilégier aussi que les systèmes d'IA utilisés dans l'école africaine soient équitables et inclusifs, afin de respecter les droits des élèves. Donc, c'est plus pour sensibiliser, c'est plus pour dire que nos décideurs politiques, nos éducateurs, les développeurs d'IA doivent travailler ensemble pour garantir le système d'IA utilisé dans les écoles africaines. Donc, pour garantir que ça respecte ces éléments cités là, la transparence, la responsabilité, la non-discrimination, le respect de la sécurité, c'est pour le respect des données des élèves. Merci, Monsieur Loboto. Merci pour votre contribution. Je voudrais, sur ce thème de manière générale de l'éducation, rappeler 2 points. Le premier, c'est l'ODD 4, qui nous dit assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout le long de la vie. Et le deuxième point, c'est finalement cette citation de Nelson Mandela que j'affectionne particulièrement, qui nous dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Moi, je voudrais en fait qu'on puisse finalement, pour clore cette intervention dans l'attente des questions des participants, qu'on puisse s'appuyer sur ces 2 points. C'est cet objectif d'une part et cette citation d'autre part qui sont aussi le socle de tout ce qu'on est en train de mener comme réflexion pour améliorer justement l'accessibilité du numérique et plus généralement de l'IA en Afrique et voir comment ces générations futures pourront en profiter pour que cette éducation, cet accès à l'éducation pour tous et pour toutes soit vraiment effectif. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde dans le chat. On va laisser quelques minutes aux participants qui sont restés connectés jusqu'à la fin, vu la qualité des interventions. On va laisser quelques minutes pour voir s'il y a d'éventuelles questions. Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire.
Monsieur Daouda Sibi qui demande le lien des plateformes pour mieux apprendre l'IA. Je pense que vous faites référence aux plateformes que Monsieur El Alami a citées. Il demande, on pourra l'inscrire, oui, effectivement, ce sont les plateformes que Monsieur El Alami a citées. Et bien les noter dans le chat, s'il vous plaît. Très bien, je partagerai ça sur le chat, avec grand plaisir. Merci. J'ai également Monsieur Hyacinthe Kofi qui a une question. Monsieur Hyacinthe Kofi, le docteur Hyacinthe Kofi, qui nous dit qu'en est-il de la participation effective des Africains aux instances de décision mondiale sur l'IA afin de ne pas rester en marge? Alors, je laisse les intervenants suivant votre sensibilité sur la question prendre la parole. Donc, je souhaite bien répondre à Dr. Kofi. C'est une excellente question. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, Africains, nous sommes partout dans le monde aussi, et plusieurs Africains sont activement dans les positions de décision et de réflexion, que ce soit sur les think tanks ou bien sur les organismes internationaux comme les Nations Unies ou l'UNESCO, ou aussi au niveau des multinationales aussi, et ils ont vraiment leur place et le mot pour renforcer la vision de l'Afrique. Donc, ceci est pour rassurer que la voix des Africains elle est présente à l'échelle internationale, et bien que parfois on n'entend pas vraiment ce qui se passe, mais ceci, moi je suis basée, comme tout à l'heure je l'ai mentionné, à Boston, et c'est le hub de la réflexion sur les nouvelles technologies, et plusieurs Africains sont présents. Alors, ceci serait également beaucoup plus influençant s'il y a plus de coordination entre ce qui se passe à l'échelle internationale et ce qui se passe au niveau régional et national et local. Et Sinafrica est une belle expérience et une première ici pour transmettre ces voix, et notamment nos amis de tous les pays sont avec nous aujourd'hui, et aussi renforcent cette vision, et on voit beaucoup d'investissements sur cette voie-ci. Donc, j'espère que je vous ai donné un peu ce qui se passe par rapport à ceci, mais si il y a des questions ou une idée de collaboration, une voix, je peux dire que en ce qui me concerne, on est présent, et je serais ravie de collaborer ouvertement avec les intervenants sur cette matière, et voilà. Donc, j'espère que ce message, il est rassurant, et aussi, c'est un message pour inviter vraiment les gens et surtout nos participants aujourd'hui à prendre place et à mentionner leurs réflexions dès qu'ils le sentent. Merci beaucoup. J'ai une question qui s'adresse aux membres au conseil du CDA. Comment faire pour intégrer le CDA pour un professionnel de l'IA? Donc, j'invite par exemple Madame Essiomlé à prendre attache avec Monsieur Raoul Tekam Dabou pour lui donner de plus amples informations à ce sujet.
Monsieur Tchoumba qui nous demande comment convaincre les gouvernances africaines de considérer l'IA comme un atout indispensable et de passer rapidement à l'intégration effective et non juste une signature de papier. Alors, j'aime bien la fin de la question, et non juste une signature de papier. Parce que oui, des papiers, je pense qu'on en a signé. Qu'est-ce que vous en pensez, chers intervenants? Si vous voulez, maître, je peux répondre à cela, puisque je travaille beaucoup avec de pays africains et de gouvernance. Il faut les former. Il faut former et expliquer que l'IA fait partie de tous les ministères. Elle n'est pas là que pour le numérique, elle répond aux problématiques de la santé, elle répond aux problématiques de l'environnement, de l'agriculture, etc. Nous l'avons prouvé au Maroc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a sensibilisé. Et du coup, comme ils sont sensibles à cela, ils comprennent ce que l'IA peut apporter, ben, ils font un pas. Et on a vu le Maroc aller de plus en plus sur cette technologie-là. Hein. La maison de l'IA, l'inauguration à Oujda a été un grand pas. Aujourd'hui, on crée une école d'ingénieurs IA de 3000 élèves qui va commencer l'année prochaine. Donc, on a activé tout ça, mais c'est passé par l'acculturation, par la démonstration du potentiel de l'IA. Et ça, c'est indispensable parce que j'ai vu beaucoup trop de stratégies sorties à la va-vite du top-down, ce qu'on appelle, il connaît bien ça. Il faut que ce soit le bottom-up, il faut que ce soit que ça parte de la base, qu'on rassemble l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des acteurs pour éviter les biais, justement, et pour dire, voilà, quels sont vos besoins, on va répondre aux besoins. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord démontré ce que l'IA pouvait apporter en agriculture, ce qu'elle pouvait apporter dans la santé, ce qu'elle pouvait apporter dans l'éducation, ce qu'elle pouvait apporter dans tous les domaines d'activité. Et là, ils ont pris conscience et on les a formés. Du coup, ils ont été sensibles à cela. Et on leur donne une formation sur les enjeux de l'IA, la richesse. 13 000 milliards de dollars, c'est ce qui va se rajouter au PIB mondial d'ici 2030. Et c'est les chiffres de McKinsey. Un quart de la richesse mondiale est lié à l'intelligence artificielle. Le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, donc, Monsieur Loboto, il a son micro d'allumé, c'est très désagréable. Et donc, du coup, derrière, c'est ce qui est important. C'est de former, de sensibiliser toutes les échelles. On parlait des enseignants, non, c'est tout le monde. Tout le monde doit être sensibilisé. Tout le monde on doit expliquer ce que l'IA doit apporter. Et là, on rentre, je pars au Togo, on va créer un ministère de l'IA. Pourquoi est-ce que j'ai formé les ministres? Ils ont compris, ils ont dit, mais il faut un ministère. Oui, il faut un ministère. Et du coup, on va lancer toute une procédure, toute une stratégie qu'on va mettre en place, mais avec des outils. Alors, combien il y a de formations en IA en Afrique? 99% ne sont même pas reconnus au niveau international. Et je le sais bien, parce que nous, on forme les enseignants. On a même des diplômes qui sont reconnus dans le monde entier. Et ça, c'est hyper important. Je vois des fois des diplômes d'IA, ce n'est pas de l'IA, c'est du code. Mais ça fait bien de le présenter que c'est fait de l'IA. De l'IA, c'est des mathématiques, c'est des algorithmes. On n'oublie pas. Et derrière, vous pouvez faire les meilleurs diplômes. S'il n'y a pas des cas d'usage, s'il n'y a pas de la pratique, si vous n'avez pas des ordinateurs pour faire tourner tout ça, si vous n'avez pas de la donnée pour entraîner les algorithmes, vous allez faire quoi? Donc, je crois à une Afrique unie, à ce continent, unie avec l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on est devenus des colonies modernes, hein, des Américains et des Chinois, les BATX et les GAFAM, où ils dirigent le monde. Ils sont plus riches que les États. Ils dictent leurs lois. Et on le voit avec les grands de la planète. On est tous enrhumés. Alors, ce n'est pas la Covid, mais presque. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut sensibiliser, il faut démystifier, il faut partir de la base et faire en sorte que chacun prenne conscience que l'IA est là aujourd'hui dans leur vie et elle rentrera dans la vie de chacun d'entre vous. Donc, prenez-vous en main et faites en sorte de vous former. Tout à l'heure, le professeur Nabil l'a très bien dit, et il a raison. Il faut se former tout seul, il faut être curieux. Et vous le savez, ma chère maître, nous avons créé les ambassadeurs de Human AI. Pour ça, on forme gratuitement nos ambassadeurs, on les forme à être des formateurs demain, des vulgarisateurs de l'IA pour démultiplier. On le fait en ligne, mais on veut démultiplier en hybride, en présentiel, etc. Donc, donnons notre savoir, transmettons ce qu'est l'IA. Et du coup, comme on pourra mesurer, on pourra comprendre, on pourra améliorer et faire en sorte que l'IA reste au service de l'humanité. Merci bien. Nous arrivons au terme de cette table ronde très intéressante avec un panel d'intervenants engagés, convaincus de l'apport de l'IA pour le continent africain et c'est juste formidable. Ce fut un plaisir pour moi de l'avoir animé.
J'espère qu'il y aura encore d'autres rencontres. À chaque fois qu'on parle d'éducation, d'intelligence artificielle, je réponds présente. Merci pour votre engagement. Merci pour la qualité de vos interventions. C'est un plaisir. Merci Digital Africa et sa formidable équipe de nous permettre, malgré nos localisations aux quatre coins du monde, de pouvoir mener de grandes réflexions qui, j'en suis convaincue, transformeront l'Afrique et le monde, pourquoi pas. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Bye bye. À très bientôt. Merci à tous les participants. Au revoir. Merci, merci Léa. Merci Amadou. Franchement, on apprend beaucoup de vous, mais c'est terrible. Maître Léa, je ne crois que c'était des experts, mais finalement, je vais finir par s'accorder ça, Maître Léa. On n'a plus le choix, là. Ah, merci Amadou pour l'initiative. Merci bien. Bonjour à tous. Merci Iman. Merci Nguessan. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Maître Léa. Merci Nabil. Merci. À bientôt. Merci. Djibril, Jacqueline, on en est où pour la suite? Ok. Bonjour M. Diawara. Comment ça va? Impeccable. Oui, ça va bien. Je remercie tous les intervenants pour leur intervention importante. Voilà. Maintenant, nous allons, sans plus tarder, commencer la session officielle d'ici en Afrique. Après, nous allons revenir sur les tables suivantes. Voilà. Merci.